suite. Très bonne vidéo, hâte d'avoir la suite. Je surkiffe le J'adore. concept. Bon, faut qu'on parle. Bonjour. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, voici un petit résumé de la vidéo précédente. Vidéo qui d'ailleurs, soit dit en passant, avait super bien marché et avait été présentée par un type extrêmement talentueux, drôle, intelligent et modeste. Et l'humanité tout entière a été changée en pierre par un étrange rayon vert. Senku, un lycéen surdoué des sciences, se libère après plus de 3000 ans de pétrification. Il sera rapidement rejoint par Taiju, son ami d'enfance. Ensemble, ils conçoivent un élixir de dépétrification et libèrent Tsukasa, un lycéen extrêmement fort. Mais Tsukasa n'a pas tout à fait la même vision du monde que les deux héros. Lui ne souhaite pas libérer l'humanité, mais seulement une sélection de jeunes triés sur le volet qui seraient totalement à ses ordres. Un véritable dictateur. Senku et Taiju libèrent alors Yuzuria, la copine de Taiju. Ah oui, pardon. Pour celles et ceux qui avaient déjà vu la première vidéo, je ne vous avais pas dit qu'ils avaient libéré Yuzuria. Donc voilà, maintenant c'est dit, ils libèrent Yuzuria et ils essayent de fabriquer de la poudre à canon pour lutter contre Tsukasa. Les trois héros fuient donc en direction d'Akone, une jolie petite station thermale du sud du Japon, et profitent d'un bain bien mérité. Ils sont poursuivis par un type capable de one-shot un humain affamé et tout ce qu'ils trouvent à faire c'est prendre un bain. Mais t'imagines bien que non, Senku est quand même beaucoup plus malin que ça. Dans les sources thermales, il était avant tout venu chercher un ingrédient indispensable à la confection de la poudre à canon, le soufre. Et là on pourrait être amené à se demander, est-ce qu'on peut vraiment trouver du soufre dans les sources thermales? Pour bien comprendre, il faut d'abord que je vous explique le fonctionnement d'un volcan. Oui, un chimiste qui vous parle de volcanologie ça peut vous paraître absurde, mais vous allez voir que c'est avant tout une histoire de physique-chimie. La croûte terrestre est constituée de bon nombre de matériaux, souvent sous forme de roches. Et comme vous vous en doutez, ces roches sont extrêmement serrées entre elles. La pression qu'elles subissent est énorme. Lorsqu'elles se trouvent à proximité de zones sismiques, ces roches vont parfois bouger. Ces mouvements vont entraîner une friction qui va chauffer les roches et, dans le pire des cas, conduire carrément à leur fusion. Il se forme alors ce qu'on appelle un magma, un mélange de roches fondues. Et quand les roches fondent, elles ne sont plus vraiment écrasées entre elles et la pression diminue. Cette diminution de pression entraîne la formation de gaz, et notamment des gaz soufrés, qui, quand ils remontent à la surface, déposent du soufre autour de la zone magmatique. Les stations thermales se trouvent bien souvent dans les zones volcaniques, profitant ainsi de la géothermie naturellement apportée par le magma. En gros, vous vous baignez presque dans un volcan. Et honnêtement, quand on voit les images de la vallée d'Owakudani où se situe le mont Hakone, on a peu de doutes quant à la présence de soufre. Bon, revenons à notre histoire. Senku mélange donc le soufre à du charbon de bois et du salpêtre pour fabriquer sa poudre à canon. Et c'est effectivement une très bonne idée de... Hein? T'as dit du soufre, du charbon de bois et du quoi? Du salpêtre. C'est quoi? Tu te rappelles quand ils avaient utilisé l'acide nitrique pour pouvoir fabriquer leur élixir de dépétrification? Eh bien, le salpêtre, c'est littéralement du nitrate de potassium, la forme basifiée de l'acide nitrique. Senku mélange donc le soufre au charbon de bois et au salpêtre et fabrique la poudre à canon. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais il ne tire pas cette invention de son chapeau. Il y a plus de 1000 ans, les Chinois utilisaient déjà cette méthode pour fabriquer leur poudre à canon. Mais alors, comment ça marche concrètement la poudre à canon? Comment se fait-il qu'un simple mélange de poudre peut exploser? En fait, c'est avant tout une histoire de réaction chimique. Le salpêtre, qui possède 3 atomes d'oxygène, va oxyder les atomes de carbone du charbon et ceux du soufre. Il va donc se former un mélange de gaz. Sauf que, si vous mélangez simplement ces poudres entre elles, il va pas se passer grand chose. Et pourtant, pour que la réaction se fasse, il suffirait d'un petit coup de boost. Presque un rien, un geste. Comme vient de le dire Johnny, une simple étincelle déclenche la réaction de combustion. Et si après avoir mélangé les poudres, vous les tassez pour augmenter la pression, la réaction de combustion est d'autant plus impressionnante. Bon, suite à cette explosion, les trois amis doivent se remettre au travail et refabriquent de la poudre à canon, quand soudain... Senku! Taiju! Un signal de fumée. C'est peut-être Tsukasa? Non, il est dans la direction opposée. En plus de ça, Tsukasa ne nous révélerait jamais sa position aussi facilement. C'est certainement une réponse à notre signal de fumée. Tu veux dire? Eh oui. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes dans ce monde de pierre. Bon, mettez-vous à leur place. Imaginez que vous êtes persuadé que vous êtes la seule personne sur Terre avec vos 2 meilleurs amis et que vous êtes poursuivi par un lycéen extrêmement fort capable de tuer un lion à la main. Oui, c'est très précis comme demande d'imagination, mais bon, faites un effort. Là, vous apercevez au loin un signal de fumée qui ne vient pas du lycéen méchant parce qu'il est dans une autre direction. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous vous cacheriez par peur de vous faire attaquer par des inconnus? Ou est-ce que vous oseriez répondre à ce signal de fumée par un autre signal de fumée? Nos héros choisissent cette deuxième option. Ils se séparent donc pour trouver du bois et...
Aïe. Bon, à partir de là, il ne va plus y avoir de science pendant un long moment dans l'histoire. Alors, faisons vite. Bref, lui, c'est Tsukasa. Quand on s'est rencontrés, il m'a tout de suite paru bizarre. Trop agressif, trop violent, trop direct. Je ne l'aimais pas beaucoup. Un jour, il m'a retrouvé dans un onsen. Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, puis il s'est rapproché et m'a brisé les vertèbres. Là, je suis tombé et je me suis remémoré mon passé. Comment j'avais survécu seul en chassant, en parlant avec des singes et en faisant des expériences. Puis, je sens une goutte dans ma nuque et je me réveille entouré de Taiju et Yuzuriya, mes amis d'enfance. Ils m'expliquent qu'ils ont fait exploser Tsukasa, se sont enfuis avec mon corps et m'ont ressuscité avec l'élixir de résurrection. Après, je leur propose de nous séparer, moi je vais voir cette fumée et eux vont trouver Tsukasa pour lui faire croire que j'étais mort. J'ai bien pris mon temps de tout leur expliquer en détail pour qu'ils aient compris et qu'ils s'en occupent. Ah oui, je comprends. Compte sur nous. On a donc repris la route chacun de notre côté. Bref, j'ai été séparé de mes amis. Senku se dirige alors en direction des signaux de fumée aperçus par Yuzuriya et tombe sur une jeune femme écrasée sous un tronc d'arbre. Il décide alors d'utiliser un outil inventé par Archimède il y a plus de 2000 ans, la poulie. Enfin, inventé par Archimède, c'est Senku qui le dit. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus vraiment sûr que c'est lui qui l'a inventé. Ce qui est sûr par contre, c'est que d'après Plutarque, Archimède avait effectivement utilisé des poulies et avait parfaitement compris leur utilité en faisant une démonstration devant le roi Hieron de Syracuse. Mais des gravures de poulies ont été découvertes sur des bâtiments assyriens datés de quelques siècles avant Archimède. Bon, mais mis à part ce petit fait historique, ça reste quand même bizarre. Comment le frêle Senku a pu soulever un arbre de 500 kg simplement avec des poulies? Et surtout, est-ce que c'est réaliste? Pour le savoir, je vous propose de refaire l'expérience. Pour cette expérience, nous aurons besoin d'une perceuse munie d'une scie cloche, d'une scie sauteuse, d'un gros morceau de bois comme un chevron, d'un petit bambou, d'une bouteille d'1,5 litre d'eau et d'une bouteille de 5 litres d'eau. On commence par former à l'aide de la perceuse et la scie cloche le gros cylindre d'une poulie qu'on découpe ensuite à l'aide de la scie sauteuse. On insère ensuite le bambou dans le trou formé par le forêt de la scie cloche et on répète cette opération 2 autres fois. Nous voilà donc avec nos 3 poulies. Reste plus qu'à faire le montage. Bon, ça marche pas non plus de fou. Là, je pense qu'il y a plein de soucis, les poulies sont pas tout à fait équilibrées, j'ai pas huilé les branches comme Senku, j'ai pas non plus accroché les poulies et fait en sorte que le fil ne frotte au mieux sur les poulies. Enfin bref, d'un point de vue de répartition des forces, je suis pas à la perfection. Senku, lui, il a la chance d'être dans un manga, donc du coup, on peut faire un petit peu ce qu'on veut dans le manga. Et quoi qu'il en soit, est-ce que ce serait vraiment réaliste? Et d'un point de vue mathématique, comment est-ce que ça pourrait fonctionner? Pour bien comprendre, retour au studio. Ici, dans notre système de poulies, les 2 choses les plus importantes sont le grand cylindre et le petit cylindre. Dans notre cas, et pour simplifier, le petit cylindre a un diamètre 2 fois plus petit que le grand cylindre. Et ça veut dire 2 choses. Ça veut dire d'une part que quand le petit cylindre fait un tour, le gros cylindre en fait la moitié, ou autrement dit, en tirant 1 mètre, on soulève un demi-mètre de corde. Et d'autre part, vu qu'on soulève 2 fois moins de hauteur, on a appliqué 2 fois moins de force. Ainsi, avec une poulie, on peut soulever 2 fois son poids. Et avec 2 poulies, on soulève 2 fois puis 2 fois, soit 4 fois son poids. Et dans notre système, avec 3 poulies, on peut soulever 2 fois 2 fois 2, soit 8 fois son poids. Ainsi, Senku, du haut de ses 60 kg, peut soulever 60 fois 8 égale 480 kg. Kohaku, la femme que Senku vient de libérer, l'amène à son village. Il apprend alors que tous les villageois sont nés et ont grandi ici. Ils ne sont donc pas issus de la même époque que Senku et ne connaissent rien à la science. Notre héros va alors se donner comme mission de convaincre tous les villageois de rejoindre sa cause et de l'aider à combattre Tsukasa. Et pour ça, il va utiliser la seule arme dont il est maître. La poudre à canon? Non, la science. Il commence par bluffer 2 gardes avec de simples bulles de savon. Oui, bon ça va, c'est pas des enfants non plus, ça va jamais marcher. Ah, bon peut-être que ça va être plus simple que prévu. Si tous les villageois sont aussi crédules, Senku pourra se les mettre facilement dans la poche avec n'importe quelle expérience. Hé, pas de panique, Kinro. Je suis déjà là. En fait, j'ai vu le spectacle depuis la côte. J'aurais été fou de ne pas impliquer. Salut, moi, je m'appelle Crow. Je suis incroyablement intelligent. Et surtout, je suis un sorcier de génie. Ces bulles toutes pourries que vous voyez, je peux en fabriquer en utilisant de la poudre de charbon. Ce Chrome semble en savoir un peu plus que les autres villageois sur la science. Il décide alors de lancer à Senku un défi de sorcier. Flamme! Ah, je rêve où la fumée vient de devenir toute jaune. Oh, comment il fait ça? La couleur a encore changé. En bleu verdâtre et en violet. Non mais attends, c'est possible? De quoi? De faire des flammes colorées? Oui. Bien sûr. Je vais vous montrer.
J'ai d'un côté du chlorure de sodium, aussi appelé sel de table, et de l'autre du chlorure de potassium, aussi appelé chlorure de potassium. Je les dissout tous les deux dans quelques millilitres d'eau, je place ensuite un petit bout de sopalin, je mélange pour bien l'imbiber, puis j'ajoute un peu d'éthanol. Enfin, avant de brûler, petit point sécurité. Vous remarquerez que je réalise l'expérience dans le studio. C'est avant tout histoire d'avoir une pièce bien sombre pour visualiser les flammes, mais ce n'est vraiment pas optimal. Le mieux serait d'avoir une salle sombre et ventilée. Vous remarquerez que je porte une blouse et des lunettes, pour d'un côté éviter de me brûler s'il y a projection de liquide inflammable, et d'un autre côté pouvoir étouffer le feu si besoin avec ma blouse en coton. Aussi, je ne porte pas de gants malgré l'utilisation de substances irritantes. C'est tout simplement parce que s'il y a projection d'une flamme sur les gants, ceux-ci risqueraient de fondre et de brûler mes mains beaucoup plus fortement qu'avec une simple flamme. Enfin, pour sécuriser la zone, de l'eau, bien sûr, les récipients sont dans un plat recouvert de papier alu pour éviter toute potentielle propagation des flammes, et, bien évidemment, un couvercle pour étouffer le feu à la fin de l'expérience. Bon, reprenons. Je mets donc le feu au chlorure de sodium, puis au chlorure de potassium. On se rend très facilement compte que les deux flammes ont des couleurs différentes. Le chlorure de sodium va brûler en jaune orangé et le chlorure de potassium en bleu violet. C'est donc tout à fait logiquement qu'on comprend qu'en fonction de la substance brûlée, la flamme va prendre une couleur bien particulière. Mais alors dis-moi Antoine, comment ça marche? Eh bien je vais te le dire Antoine. Déjà, première étape, on commence par atomiser ces composés. Ici, on va en fait les brûler suffisamment fort pour qu'ils soient décomposés à l'état d'atomes. Ces atomes qui ont été formés violemment sont très instables. Pour se restabiliser, ils vont donc devoir relâcher leur trop-plein d'énergie sous forme de lumière. Chacun de ces atomes produira donc une lumière qui lui est propre. Et dans le cas de certains métaux ou de certains métalloïdes, cette lumière peut même être carrément visible à l'œil nu. Cette science, qu'on appelle donc émission atomique, peut avoir plein d'utilités, soit simplement esthétique comme dans cette expérience ou dans les feux d'artifice, soit même carrément analytique. Imaginez qu'on vous apporte un échantillon d'un matériau inconnu et qu'on souhaite savoir sa composition. Il suffit alors de placer cet échantillon dans un spectromètre d'émission atomique pour savoir précisément quelle lumière est émise à quelle couleur, ou autrement dit à quelle longueur d'onde, pour connaître exactement ce qui compose ce matériau. Bon, revenons à notre histoire. L'expérience de Chrome n'impressionnant pas Senku, il décide de lui faire une deuxième expérience avec de l'électricité statique. Mais notre scientifique n'est pas non plus convaincu. Néanmoins, Senku commence à réaliser quelque chose. Sous des airs un peu délurés, Chrome est en fait un jeune homme très curieux de tout ce qui l'entoure. Il a tendance à vouloir tester plein d'expériences sur les nouveaux matériaux qu'il trouve, sans pour autant savoir à l'avance ce qui va se passer. Il creuse au plus profond des grottes pour découvrir et collectionner de nouvelles roches fabuleuses. En bref, Chrome porte en lui les caractéristiques parfaites d'un pur scientifique. Senku, voyant en lui un véritable potentiel, il décide de lui raconter tout de l'ancienne civilisation. Oui, c'est sûr, ça doit faire un sacré choc. Découvrir qu'une ancienne civilisation aussi avancée ait pu exister avant nous, ça doit être incroyable. Imaginez qu'on se rende compte que les pyramides aient pu être construites par des êtres en avance sur leur temps, que les glyphes de Nazca puissent permettre de communiquer avec des civilisations volantes, ou que des gravures évoquant un hélicoptère aient été trouvées dans des hiéroglyphes égyptiens. Ça serait complètement fou. T'en dis quoi? Oui, ce serait incroyable. Bon, si on résume cette vidéo, mis à part la poudre à canon, Senku n'a pas fait grand chose d'un point de vue scientifique. Utiliser des poulies, s'amuser avec des flammes, la science n'a pas vraiment fait de grands pas dans cette deuxième partie de Dr Stone. Mais ne vous inquiétez pas, l'avenir est bien plus fou pour Senku, Chrome, Kohaku et tous les autres villageois. Entre l'utilisation et le stockage d'électricité, la fabrication d'antibiotiques en passant par les nouilles ou encore le cola, un bien joli programme nous attend dans la prochaine vidéo sur Dr Stone. Alors si vous en voulez plus, vous savez quoi faire. Commentez, partagez et comme d'habitude, poussez la vidéo et pensez à vous enchaîner. À la prochaine.